J'ai fait pas mal d'urbex autour de Chicago et mon groupe d'amis et moi avons arpenté un paquet d'endroits au fil des ans. Il y avait les grands silos à grains de Pilsen, laissés vides après une énorme explosion. Près de Joliet, une vieille prison avec des cellules et des chapelles, désormais ouverte aux visites. À Gary, dans l'Indiana, une église incroyablement belle, mais en ruine. Sous Chicago, il existait aussi de vieux tunnels de frais, aujourd'hui presque tous condamnés et qui étaient tout sauf beaux. Le vieux bureau de poste de Chicago était immense et restait abandonné pendant des années. Et puis il y avait l'ancien hôpital du comté de Cook, aujourd'hui en cours de transformation en hôtel, mais qui ressemblait autrefois à un décor tout droit sorti de Silent Hill. Au bout d'un moment, on commença à chercher plus loin, à vouloir explorer des endroits où nous n'étions jamais allés. C'est comme ça qu'on entendit parler d'un lieu paumé au milieu de nulle part, dans l'Iowa. Buckhorn. Au début des années 1900, Buckhorn était une ville plutôt prospère grâce à sa grande laiterie installée en plein centre. Il produisait des centaines de tonnes de beurre chaque semaine et presque toute la ville y travaillait. Mais quand l'inflation força la laiterie à fermer, c'est pratiquement toute la population qui se retrouva sans emploi du jour au lendemain. Sans travail, les gens commencèrent à partir, une famille après l'autre. Je crois que dans les années 80 ou au début des années 90, Buckhorn était devenu une vraie ville fantôme. On fit quelques recherches en ligne, surtout via des forums d'urbex où d'autres partageaient leurs expériences, et on dressa une liste des endroits qu'on voulait visiter. Il y avait évidemment l'ancienne laiterie, immense et délabrée, mais aussi l'église abandonnée, le cimetière et une poignée d'autres bâtiments. Sur le papier, ça semblait être un endroit parfait à explorer. Le seul point noir, c'était les 4 heures de route. Et comme l'envie nous avait pris fin octobre, il fallait partir à l'aube si on voulait tout explorer avant la tombée de la nuit. Alors, un jour de novembre, on chargea le van de mon pote Mike et prirent la route 64 en direction de la frontière de l'Iowa. Le temps était exécrable sur la route. Un samedi matin froid et gris. Le genre de météo qui ne donnait pas envie de sortir du lit. Mais honnêtement, faire de l'urbex quand il fait beau est bizarre. Et aucun filtre au monde ne rend un endroit plus glauque et inquiétant qu'un ciel couvert. L'idée de découvrir un nouveau lieu nous excitait tellement qu'on se fichait complètement que le chauffage du van était en rade. De toute façon, on était tous habillés comme pour partir dans l'Arctique alors. Le froid était le cadet de nos soucis à mesure qu'on approchait de Buckhorn. Quand on arriva, la ville était exactement comme on l'avait imaginé, vide et silencieuse, avec des bâtiments qui semblaient prêts à s'effondrer si on les regardait assez longtemps. Les rues étaient envahies par les mauvaises herbes, et à part le vent qui murmurait entre les structures abandonnées, il n'y avait pas un bruit. On commença par l'ancienne école. Le bâtiment semblait s'affaisser sous le poids de sa propre charpente pourrie. À l'intérieur, l'air était moisi et humide, et l'eau s'infiltrait un peu partout à cause de la pluie de la veille. Je n'avais aucune idée de comment cet endroit pouvait encore tenir debout, et j'étais bien plus inquiet à l'idée que le plafond nous tombe sur la tête, surtout après avoir vu ce qui était écrit sur un tableau. C'est Mike qui l'avait repéré en premier, nous amenant dans une salle de classe où le mot « danger » était inscrit en grosses lettres blanches sur le tableau. Mike ricanait en nous le montrant et ça m'avait fait un peu marrer aussi. On voyait souvent ce genre de graffiti flippant sur des lieux d'urbex connus et fréquentés. D'habitude, c'est même un peu plus créatif que ça. On faisait attention aux panneaux officiels, avertissements de structures instables, aux câbles électriques, etc. Mais quand on tombait sur des trucs comme « Abandonnez tout espoir, vous qui pénétrez ces lieux » ou « Gripsou vit ici », difficile de les prendre au sérieux. On s'était dit que c'était juste un tag d'urbexeur, une façon un peu cringe de dire « j'étais là avant vous ». Aujourd'hui, je pense que ce graffiti avait bien plus de sens que ce qu'on s'imaginait. On traversa les autres salles de classe en vérifiant les tableaux à la recherche d'autres messages, mais il n'y avait rien. Je me souviens aussi des bureaux recouverts d'une épaisse couche de poussière. Mike en essuyait un peu avec son gant, juste pour voir à quel point elle était épaisse, puis il s'était mis à nous courir après en rigolant.
menaçant de nous en étaler sur nos vestes. C'est à ce moment-là que je remarquai pour la première fois que quelque chose n'allait pas avec Tom. D'habitude, c'était le plus enthousiaste d'entre nous. Son appareil était toujours prêt et sa curiosité sans limite. Mais ce jour-là, il avait l'air fatigué, distrait, comme dans le brouillard. Il réagit à peine quand Mike fonça sur lui et quand il vit la poussière sur le doigt de Mike, il ne trouva même pas ça drôle. Il lui dit d'arrêter, pas méchamment, mais suffisamment pour qu'on arrête les enfantillages. On quitta l'école pour se rendre à l'ancienne épicerie. Les étagères étaient encore remplies de conserves de marques qu'on n'avait jamais vues, avec des étiquettes tellement usées qu'on pouvait à peine les lire. Tom resta silencieux pendant qu'on parcourait les rayons, ce qui, encore une fois, n'était pas du tout son genre. Arrivé à l'ancien hôtel de ville, son comportement devint franchement inquiétant. Il marmonnait tout seul, ses yeux bougeaient sans cesse, comme s'il regardait des choses que lui seul percevait. Puis soudain, Tom leva la main en s'agrippant le nez. Du sang se mit à couler. Épais, sombre, tachant ses gants gris. Il avait l'air effrayé. On essaya de l'aider, mais il recula en tendant le bras comme pour dire « Foutez-moi la paix ». Son nez saignait tellement que l'un de nous demanda s'il était vraiment en état de continuer. Cette simple suggestion sembla le mettre encore plus en rogne. Il dit qu'on n'avait pas fait 4 heures de route pour faire demi-tour à cause d'un fichu saignement de nez. Sur le moment, je saluais son altruisme. Personne n'avait envie de partir, pas si on pouvait faire autrement. Pendant que Mike sortait la trousse de secours de son sac, je me suis éloigné seul vers l'ancien bureau du shérif pour jeter un œil. L'intérieur correspondait exactement à ce que j'imaginais. Une zone d'accueil, un arrière-bureau, un couloir menant probablement à des cellules. Ce n'était pas visible depuis l'entrée, mais dès que je me rendais à l'accueil, je le vis. Écrit en énormes lettres noires, « Si Hussein quitte Buckhorn sans détour ». Immédiatement, je fus parcouru de frissons. J'étais retourné en courant prévenir les autres, leur dire qu'il fallait partir tout de suite. Mais encore une fois, Tom s'y opposa. J'ai commencé à expliquer ce que j'avais vu sur le mur du bureau de shérif. Mike et les autres m'écoutèrent, mais je n'eus même pas le temps de finir ma phrase que Tom devint fou. Il se mit à me hurler dessus. « Combien de fois je dois le dire ? On ne part pas !» Puis il s'avança vers moi en criant davantage. Les autres s'interposèrent pensant qu'il allait m'en coller une. On a réussi à le calmer, mais avec le recul, je crois que c'est là que cette étrange fatigue a commencé à l'envahir. On finit par le traîner jusqu'au van après qu'il ait cessé de se débattre, car on était convaincus qu'il s'agissait d'une urgence médicale. On lui proposa d'aller à l'hôpital, mais il ne voulait qu'une chose, rentrer chez lui. Le trajet du retour fut silencieux, très tendu. Son saignement de nez s'était arrêté, mais il était livide. Sa respiration était faible, irrégulière. Il s'évanouit avant même qu'on atteigne l'autoroute, affalé contre le siège. Quand on arriva en ville, on essaya de le réveiller, mais il ne réagissait presque pas. Même quand on le secouait, il bougeait à peine. Le simple fait qu'il montre encore des signes de vie nous soulagea plus que tout. Une fois chez lui, Tom avait l'air de quelqu'un tout droit sorti d'un profond sommeil. Confus, désorienté, on le laissa se reposer. On demanda à sa mère et à sa sœur de garder un œil sur lui après leur avoir expliqué ce qui s'était passé, mais nous étions tous profondément secoués. L'avertissement sur le mur, le saignement de nez, la peur dans ses yeux, tout revenait en boucle dans ma tête. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce malaise. Pourquoi Tom avait-il réagi ainsi ? Qu'est-ce qu'il y avait à Buckhorn qui avait pu provoquer ça ? Le message dans le bureau du shérif était clair, mais ce qu'il impliquait était terrifiant. Était-ce le fait d'une exposition chimique ou quelque chose du genre ? Et si c'était le cas alors, pourquoi ça avait seulement affecté Tom ? Je repensais aux histoires que j'avais entendues à propos de Buckhorn, à cette ville autrefois prospère puis abandonnée pour des raisons jamais vraiment très claires. J'avais lu que la laiterie avait fermé, mais ce n'est que ce soir-là que je réalisais que personne n'expliquait concrètement pourquoi. D'aucuns parlaient de déclin économique, mais rien sur une maladie mystérieuse ni sur des événements surnaturels.
Le lendemain, je fis des recherches, mais je ne trouvais rien qui puisse expliquer ce qui lui était arrivé. Aucune trace de pollution toxique, aucun incident officiellement documenté, et pourtant, ce qui était arrivé à Tom était bien réel, on l'avait tous vu. Ça nous avait foutu la trouille. Il était le seul à avoir saigné et à avoir changé de comportement, du moins de manière tangible. J'écris tout ça non pas parce que je suis un bon écrivain, mais parce que je veux mettre en garde les autres. Si vous entendez parler de Buckhorn, si quelqu'un vous suggère d'y aller, n'y allez pas. Restez aussi loin que possible de ce fichu endroit. Ce qui se trouve là-bas n'est pas seulement un fantôme du passé. C'est quelque chose qui peut vous atteindre, vous toucher, vous faire saigner, vous faire perdre pied. Mon ami s'en est remis, mais honnêtement, vous pourriez payer un prix bien trop élevé pour avoir voulu découvrir les secrets que cet endroit cache. Aïe autres fidèles, j'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre ressenti. Si vous avez des histoires à raconter, de préférence des expériences personnelles, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires connues ou moins connues que vous aimeriez me voir traduire et m'écouter lire, faites-moi en part en commentaire. Un grand merci aux abonnés Tipeee qui soutiennent la chaîne et donc tous les projets en cours. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description et en top commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres frissons, d'autres histoires d'horreur en ma compagnie.